Bienvenue à vous pour cette deuxième capsule sur les clés de la gouvernance partagée où on discute avec le docteur Louis Fouché de mode de gouvernance qui soit le plus respectueux possible des uns et des autres, des différences, afin d'arriver à des processus de décision qui soient les plus efficaces possibles. Bienvenue à toi, Louis. Ouais, merci Sam de me recevoir pour cette deuxième fois. Effectivement, on essaie de trouver la juste tension entre le je et le nous et pouvoir assembler un nous qui soit protecteur. On a parlé dans la première édition du cadre de sécurité. C'est justement cette protection euh, qui est offerte et qui est co-construite par l'ensemble des membres du groupe qui permet au jeu d'émerger. Mais il apparaît vite quelque chose d'un peu délicat. C'est comment on fait pour décider? Comment on choisit quelque chose? Et il y a plein de propositions diverses et variées qui dépendent beaucoup du modèle organisationnel qu'on a choisi. Dans un modèle organisationnel très pyramidal, où il y aurait un chef et des subordonnés, c'est le chef qui décide. C'est assez simple, en fait. Les subordonnés ne se posent pas de questions. Pour eux, c'est plus facile, c'est même reposant, quoi. Quelque part, c'est déresponsabilisant. Là, l'idée, c'est que, bah non, on va essayer que le nous essaye de décider ensemble quelque chose qui est sain pour le groupe, euh, tout en mettant pas en danger l'individu. Euh, alors, il y a des gens qui ont proposé l'élection, par exemple, et dit on va voter. Ok, pourquoi pas? Si vous êtes d'accord avec le vote, vous pouvez vous doter d'un système de vote. Il y a certains logiciels comme Lumio ou Bitrix qui permettent de faire des systèmes de vote en fait en temps réel où vous soumettez les votes autour de vous et puis à la fin, bah voilà, on décide comme ça quoi sur quelqu'un qui propose quelque chose, bim, il y a un vote. Mais il y en a d'autres encore. Ok, mais le vote, on voit ce que ça donne, quoi. Et c'est pas forcément idéal. Donc il y a plein d'autres systèmes qui ont été proposés de votes compliqués qui prennent en compte finalement pas juste une réponse oui/non, mais une réponse ah ouais, je suis hyper d'accord, non, je suis moyen d'accord, ouais, bof, non, ça va, mais bon, ça me plaît pas, mais ça passe, ça me plaît vraiment pas, ça me plaît super pas. C'est possible aussi, mais ça complique encore l'affaire. Finalement, si on devait résumer de manière simpliste, un modèle qui marche très très bien et qui a été mis en évidence par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Laloux dans une référence qui s'appelle Reinventing Organization. Et là, vous pouvez aller voir, il y a une BD, il y a un livre, un gros bouquin, mais où il passe en revue des entreprises, on dit des entreprises libérées ou en gouvernance partagée. Et finalement, ces entreprises, vous n'en avez pas trop entendu parler. Il y en a une qui produit des pièces pour les voitures, une autre qui fait de l'imprimerie dans le Nord, une autre qui fait du coulis de tomates aux États-Unis. Bon, en fait, vous les connaissez pas trop souvent. Pourquoi? Parce que c'est souvent justement, il n'y a pas de personnalité charismatique, quoi. Vous n'avez pas un Elon Musk ni rien. Vous n'avez pas un, un, type qui est arrivé et qui a dit c'est mon entreprise et c'est mon génie qui a permis d'ouvrir le truc. Non, au contraire, c'est une entreprise qui fait pas de bruit, qui fait son travail et voilà. Et il y en a une juste que vous connaissez peut-être un peu, qui est Patagonia, qui fonctionne selon un peu ces modèles-là. Qui fait des fringues en fait. Donc je n'ai pas de pub, hein, mais j'ai pas d'action non plus. Et en fait, Frédéric Laloux, il cherche les invariants dans ces entreprises. Et les invariants, les trucs qu'on retrouve à chaque fois, c'est l'idée qu'il y a une raison d'être. On en a déjà parlé, puis on va en reparler encore, mais il y a une raison d'être, et cette raison d'être, elle est évolutive. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est ensemble. Vraiment, on l'a posé ensemble, quoi. Il y a une petite flamme au milieu, une petite bougie, c'est pas flou, quoi. Nous, on a des raisons d'être dans Réinfo Covid, il y a des raisons d'être dans le cercle vidéo qu'on fait avec Essam, il y a des raisons d'être dans chacun des cercles. À chaque fois, ils servent à quelque chose, ils servent à plus grand. C'est ça la raison d'être. C'est comment votre groupe est au service de quelque chose de plus grand. Et elles sont évolutives. Et l'autre invariant, c'est justement sur les modèles de prise de décision. À la fin, il ressemble toujours à ce qu'il appelle advice process, qu'on retrouve comme un invariant dans tout ce type d'entreprise qui marche bien et qui respecte l'individu et le groupe. C'est ce qu'on appelle advice process ou procédure de demande d'avis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut prendre plein de formes différentes, mais en gros, c'est l'idée que n'importe qui peut décider n'importe quoi. Déjà, il a peut-être un périmètre dans lequel il peut décider, peut-être pas décider tout pour tout le groupe, mais dans son périmètre des vidéos, il peut décider plein de choses, quoi. Donc ça, c'est la première chose, mais on y reviendra après. Mais c'est définir le périmètre dans lequel les décisions sont prises. Parce qu'il y a une séance plénière qui va décider, qui est tout le groupe que vous avez créé. Mais après, il va y avoir des petits groupes pour chacune des missions, des tâches proprement dites. Peut-être que les petits groupes, c'est pas eux qui décident pour tout le groupe, mais pour leur petit groupe, c'est eux qui décident. S'ils veulent décider en grand groupe, bah, ils viennent en grand groupe, quoi. Ok, dans la plénière.
Et on utilise la procédure de demande d'avis de la façon suivante, c'est je peux décider n'importe quoi, mais je vais demander aux gens qui vont être impactés par ma décision. Donc par exemple, un balayeur dans une entreprise, il peut décider d'acheter une machine à balayer, mais il va demander à tous les autres balayeurs leur avis. Et il va demander aux gens qui sont à la trésorerie pour savoir s'il y a le pognon, etc. Parce qu'eux aussi, ils sont impactés. Et puis ça va, il peut décider de l'acheter quoi qu'on lui dise. C'est-à-dire, tu peux prendre ta décision et le faire malgré tout, même si tout le monde t'a dit que c'était une bêtise. Mais bon, déjà, tu vas être influencé quand même par ce qu'on t'a dit. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir un feedback, une rétroaction sur ton action. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a décidé quelque chose, que ça s'est produit et qu'on fait l'action qui a été décidée, on fait un retour sur cette action. On prend le temps, soit de célébrer, de dire waouh, c'était génial, c'était une super idée, soit le temps de dire ah, non, ça nous a mis à mal. En fait, maintenant, il y en a 2 qui vont se retrouver au chômage, puis tu as acheté la machine, il faut peut-être se débarrasser de cette machine de merde, quoi. Donc, l'idée, c'est on laisse faire, mais on a donné son avis. Et la personne peut décider de ne pas le faire hein, si elle trouve que ce n'est pas adapté. Et ensuite, elle est d'accord avec l'idée qu'elle va avoir un feedback. La seule chose dans ces entreprises qui est reprochée aux gens, c'est de ne pas demander l'avis aux gens qui sont impactés. C'est-à-dire de faire son chien fou tout seul, qui décide de partir courir à l'aventure comme ça, quoi. Ça, c'est pas possible. Parce que ça peut mettre en tension le collectif. Et souvent, dans l'avis qui est donné par les autres, on demande de répondre à 2 questions. C'est la décision que prend Gérard. Est-ce qu'elle te met à mal, toi, individuellement, au sein du collectif? Ou est-ce qu'elle met à mal le collectif dans son ensemble? Elle le met en insécurité. Si c'est le cas, peut-être que ta remarque, elle tient. Parce que dans ce cas-là, toi, tu vas être maltraité ou le groupe va être maltraité. Et dans ce cas-là, il ne faut peut-être pas le faire. Ça va, c'est compréhensible? Donc, c'est ce qu'on appelle procédure de demande d'avis. Je vous donne un exemple. On avait quelqu'un qui faisait toutes les vidéos, qui faisait tous les montages de vidéos, Fred, pour tous les intervenants dans Réinfo Covid. À chaque fois qu'il voulait publier une vidéo, il renvoyait à tous ceux qui avaient fait des vidéos en disant qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, le fait de faire ça, les gens donnaient leur avis ou pas. Puis à la fin, ils faisaient bien ce qu'ils voulaient quand même. Mais ça faisait que ça se passait velours en fait. Alors ça pouvait sembler un peu fastidieux. On aurait dû dire bon, ça va ta vidéo. Mais finalement, c'était très bien comme ça. Et c'est celui qui a le mieux maîtrisé ce processus-là. Après, on peut aller dans des choses plus compliquées en termes de décision. Mais moi, je voudrais vous mettre en garde contre un écueil. L'écueil, ce serait de vouloir être au consensus. C'est-à-dire de dire on est tous d'accord, le projet, il est parfait. Non. L'idée, c'est laisser émerger les propositions. Quelqu'un propose quelque chose. C'est peut-être pas parfait. Dites-lui si ça met en danger le collectif ou si ça vous met en danger. Et accepter que ça se fasse. Essayez de lui dire, est-ce qu'on peut transformer un peu ta proposition? Peut-être qu'on peut rajouter quelque chose, on peut la bonifier, l'embellir, ok. Mais si jamais vous avez une autre proposition, ne bloquez pas celle de l'autre. Imaginez, vous voulez faire un site internet. Il y a un type qui arrive qui vous dit, j'ai une proposition comme ci, comme ça. Puis vous voulez absolument que non, il y ait des animations, du flash, je sais pas quoi. Lui, il voulait juste faire un truc pragmatique pour l'élection, quoi. Vous allez le bloquer, puis à la fin, il n'y aura pas de site dans le temps imparti. Donc, laissez-le faire. Sauf si, ou au contraire, aidez-le à avancer, quoi. Ne mettez pas du blocage. Ça va, c'est compréhensible? On t'entend pas, Essam, j'ai plus de son. Absolument. Et en gros, c'est ne pas mettre le consensus comme modèle de prise de décision, parce que ça aboutit à des blocages systématiques. Ne pas chercher le projet parfait, celui qui engloberait tout ce qui est possible de tout le monde. Non, chercher les points de regroupement des possibles de chacun. C'est plutôt ça. Donc, comment on fait lorsqu'on a quelqu'un, par exemple, dans le groupe qui est complètement antagoniste à une idée ou à un projet ou à une manière de le faire, qui le voit, mais vraiment complètement différemment? Comment est-ce qu'on fait pour gérer, on va dire, ce genre de situation où il y a un ego très fort qui s'affirme? Ouais, alors, j'avais déjà parlé de ceux qui veillent sur le bateau et de ceux qui le tirent, peut-être, dans la vidéo qu'on avait faite ensemble. Donc, il y a plusieurs types de personnalités. Des gens qui veulent toujours proposer des choses nouvelles, des gens qui veulent toujours que ça bouge pas. Et il va falloir que les deux arrivent à vivre ensemble. Parce que les deux sont utiles au collectif. Une des façons d'éviter le fait qu'il y ait quelqu'un qui bloque systématiquement, qui soit le troll, en gros, de vos projets, ou qui voit toujours d'une manière complètement alternative, c'est peut-être de revenir sur qu'est-ce que vous cherchez à faire, c'est quoi la raison d'être. Vous revenez au fil rouge.
Vous cherchez à faire un truc parfait ou vous cherchez à conquérir l'élection? Vous cherchez à faire un site internet ou vous cherchez à avoir une plateforme multimédia grandiose, non, ou juste une vitrine qui vous permet déjà d'exister numériquement? Juste revenir sur pourquoi vous faites les choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps d'écoute du centre. Ça veut dire quoi ce truc-là? On a besoin de quelque chose au sein du groupe. Je vous donne un exemple, vous faites les listes et tout ça. Vous dites, merde, il nous faudrait peut-être un projet électoral. Qu'est-ce qu'on va mettre comme grand slogan pour le petit texte qu'il va y avoir sur les flyers pour distribuer aux gens pour aller voter? De quoi on va leur parler, quoi? Qui on est? Comment on se présente? Là, ça va tirer hyper fort entre vous parce qu'il y en a qui vont vouloir parler de ci, d'autres de ça, d'autres de la liberté, d'autres de la paix. Bon, la proposition, c'est de dire, il nous faut une présentation de notre collectif. C'est quoi nos raisons d'être? Si on n'en a pas, il faut qu'on revienne à ça. Vous ne pouvez pas faire un texte de présentation si vous n'avez pas posé vos raisons d'être. À quoi vous servez? Pourquoi vous êtes utile en tant que liste citoyenne? Quelle alternative vous offrez à ce qui se passe aujourd'hui? Et l'écoute du centre, c'est de dire, on pose ce problème-là au milieu. Qu'est-ce qu'on écrit dans notre petit texte? Et là, on laisse parler chacun à son tour, sans contradiction. Ce n'est pas une discussion. C'est chacun pose au milieu dans le chaudron, dans la soupe aux cailloux. Il va mettre dans le chaudron comment il voit les choses. Et les autres écoutent. Et chacun va s'écouter à son tour, pendant 20 personnes. Et chacun va avoir son tour aussi. Donc tout le monde peut parler. Et à la fin, on va bien voir ce qui sédimente dans la soupe. C'est plutôt une soupe à la tomate ou c'est plutôt une soupe au pistou? Et une fois qu'on a bien laissé sédimenter, on peut faire plusieurs tours comme ça. Souvent, on va voir l'essence qui se dégage. Et on va demander au groupe de dire, est-ce que quelqu'un a une proposition? C'est-à-dire, on va faire appel à un individu. Et donc, on va demander à chacun de bosser pendant 4-5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure. Faites une proposition avec les grands thèmes, par exemple. Et puis, ensuite, on se réunit tous en plénière et on dit, qui pense avoir saisi la bonne proposition? Puis là, c'est le premier qui lève la main. Et en fait, on va partir de ça. Et on va accepter qu'on part de ça. Que peut-être c'est pas parfait, que peut-être c'est pas génial, que peut-être c'est pas ce que j'aurais fait moi. Mais on va partir de ça parce que le mec, il s'est senti, il y est allé, quoi. Il a eu l'impulsion de le faire. C'est compréhensible ce que je dis? Et donc, Absolument. effectivement, il y a quelqu'un qui va arriver en disant, au moment des objections, qui va arriver et dire, non, mais moi, je le voyais pas comme ça. Ouais, mais il y a un moment, en fait, il faut laisser faire. Et ça, c'est le travail sur la posture individuelle. Comment on fait pour travailler sur la posture individuelle? Justement par des temps d'écoute. On y reviendra un peu plus tard, ça, la posture, Louis. Ça marche. Donc je pense qu'on a quelques pistes pour pouvoir choisir un processus de décision. Est-ce que tu penses que tu as oublié quelque chose peut-être que tu pourrais Non, c'est bien. Le vote, pourquoi pas, mais à mon avis, c'est une mauvaise idée. Le consensus, surtout pas. Le consentement, oui, mais ça va nécessiter un apprentissage. On va vous mettre des vidéos sur ce qu'on appelle le consentement, mais c'est pas si facile à maîtriser que ça. C'est un processus. Si tous vous le maîtrisez, que vous êtes 6 dans le groupe, que vous avez bien mis un parcours d'inclusion, où les gens ils rentrent, ils apprennent d'abord le processus, ils écoutent ensuite seulement ils peuvent participer, faites ça, c'est super. Mais si jamais vous êtes un peu poreux, ce qui nous est arrivé à nous, il y a des gens qui rentrent, il y a de l'énergie, vous la prenez, votre parcours d'inclusion ou d'intégration, il n'est pas complètement en place, donc vous avez des gens qui arrivent et qui chamboulent tout, quoi. Dans ce cas-là, faites juste la procédure de demande d'avis, c'est le plus simple. Déjà ça, vous allez voir, ça va être super. Très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous toucher un mot sur le concept d'élection sans candidat? Oui. Alors, c'est vraiment lié à la notion de rôle. C'est qui va faire quoi? Qui est le plus adapté pour faire quoi? Et donc, l'élection sans candidat, c'est l'idée que quand on a défini un rôle, on y reviendra une autre fois, mais ça veut dire on a posé un besoin dans le groupe. Un rôle, c'est j'ai besoin d'un gars qui gère StreamYard ou la chaîne YouTube. Et je vais préciser, gérer la chaîne YouTube, ses visuels, sa publicité, l'organisation du site. Puis ça, c'est les raisons d'être. Enfin, c'est pas les raisons d'être, c'est le groupe a besoin d'une chaîne YouTube qui soit efficiente et qui donne une bonne image du collectif, qui soit parlante de ce qu'on cherche à faire. Ok, c'est une espèce d'idée un peu générale de à quoi sert le gars qui gère la chaîne YouTube pour le collectif. Puis on va lui donner des missions.
On appelle ça des redevabilités souvent. L'émission, c'est en pratique, quoi. Tu dois regarder tous les jours combien on a d'abonnés. Tu dois nous tenir au courant une fois par semaine de combien on a d'abonnés. Tu dois uploader les vidéos que les gens t'envoient après qu'on ait bien choisi les bonnes vidéos. Et tu dois les mettre. S'il y en a qui sont sensibles à la censure, tu dois faire un retour d'information et dire, oh là là, attention, celle-là, on va peut-être pas le faire tout de suite. Tu dois modérer les commentaires. Tu dois préciser aux gens de ne pas nourrir les trolls. Tu dois, etc., etc. Ça va être les missions. Et ensuite, on va dire le périmètre, le mandat. Tu gères ça à cet endroit-là. Et tu es libre et souverain. C'est toi qui choisis les décisions, les vidéos. Personne ne va te dire quoi que ce soit là-dessus. C'est ta mission, quoi. Point. Et t'es pas payé. Il faut dire combien les gens sont payés. Tu es bénévole. Là, tout le monde est bénévole, donc c'est simple. Au moins, on est dans le don et le contre-don. On change de référentiel. Et puis, une fois qu'on a défini le rôle collectivement, on l'a fait en premier. On n'a pas dit qui ça allait être. On n'a pas dit ça va être Gérard. Non, non, non. On a défini ce dont on avait besoin d'abord. Et après, on va essayer de trouver mais qui est le plus adapté pour faire ça. Et là, on va demander à tout le monde dans le groupe de dire qui tu penses être le plus adapté. Tu vas le noter sur un post-it et tu vas dire je pense que c'est Sam. Parce qu'il maîtrise très bien StreamYard. Il a déjà 3 chaînes YouTube, 5 chaînes YouTube. Il a déjà fait ça 50 000 fois. Il a déjà X milliers d'abonnés, etc. Donc moi, je pense que c'est Sam. Et Sam, il va dire je pense que c'est pas moi. J'ai pas le temps. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Etc. Puis ensuite, tous ces post-it, vous les mettez sur le tableau blanc derrière là. Et chacun va lire la personne qu'il a désignée et pourquoi. Ça, c'est comme l'écoute du centre qu'on a faite tout à l'heure. C'est juste, on a écouté tout le monde sur ce qu'il pensait. Et on va faire la même chose, on va dire, ok, maintenant, qui pense avoir saisi qui est le plus adapté pour ce rôle? Il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit, moi je pense que c'est Essam, pour toutes ces raisons-là. Et on part de cette proposition-là. C'est ça l'élection sans candidat. On fait un tour de clarification. Bon, je vous expliquerai ça une autre fois, mais un tour de ressenti. Déjà, on demande aux gens qu'est-ce que vous ressentez dans le cœur. C'est pas un télo. Ah ouais, Sam, c'est super, ça va botter, etc. Puis il y a Essam, peut-être c'est le premier qui va dire ouais, non, mais moi, faire ça tout seul, les gars, merci, c'est trop, quoi, en fait. J'en ai déjà trop sur la patate. Ah bon? Ah mince. Et voire même après, ça va être une objection. Et Sam, il va dire moi, je ne peux pas le faire tout seul. Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à la case départ sur modifier le rôle. C'est pas juste une personne, c'est un cercle rôle qu'il faut créer. C'est un groupe de gens qui vont gérer la chaîne YouTube. Donc l'élection sans candidat, c'est ça, c'est essayer de matcher un rôle qui est défini à l'avance et qui est bien défini avec une personne. Et si on n'arrive pas à matcher les deux, ça veut dire que le rôle, il n'est pas bien défini. Il faut soit le diviser en petits morceaux, soit en faire un truc plus large où il y aura plus de monde. Et ensuite, matcher la personne. Ça va? Super. Je te remercie, Louis. Donc, c'était la deuxième partie de cette série de 5 capsules sur les clés de la gouvernance partagée, où on explorait du coup comment choisir un processus de décision. Je te remercie, Louis. Et donc, je vous invite à checker les liens qu'on vous a mis en description pour en savoir un petit peu plus sur comment s'y prendre pour faire en sorte de décider d'une manière qui soit la plus efficace et la plus juste possible pour tous. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine capsule.